Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Nous sommes en 1923. Coca-Cola, désormais bien ancré sur le marché américain, cherche à dépasser maintenant ses frontières. Et c'est à ce moment qu'un jeune homme ambitieux, Robert Winship Woodruff, prend les rênes de l'entreprise. Son objectif, rien de moins que conquérir le monde. Asa Candler avait conquis les États-Unis, Woodruff veut conquérir le monde. Sous sa direction, Coca-Cola va devenir bien plus encore qu'un soda. Elle va s'imposer comme un symbole mondial, transcendant les cultures et les frontières. Et bien voici l'histoire d'un empire en expansion. Quand Robert Woodruff devient président de The Coca-Cola Company, il n'a que 33 ans. Et pourtant son instinct entrepreneurial est déjà bien aiguisé. Il est fils d'un ancien président de la compagnie et il est décidé à transformer Coca-Cola en un produit universel. Et pour ça, il s'appuie sur une philosophie simple mais révolutionnaire pour l'époque, mettre un Coca-Cola à portée de main de chaque consommateur partout dans le monde. Pour Woodruff, la clé du succès réside dans la standardisation et la distribution. Il veut que chaque bouteille de Coca-Cola, où qu'elle soit bue, ait non seulement le même goût, le même design et procure la même expérience. Il commence donc par structurer l'entreprise en imposant des normes strictes de production et de distribution. Mais son véritable génie réside dans sa capacité à imaginer Coca-Cola comme un produit universel, capable de séduire tous les peuples, quelle que soit leur culture ou leur tradition. Là, on trouve l'Amérique qu'on connaît aujourd'hui. Dès les années 1920, Woodruff s'attaque au marché étranger, mais il sait que pour réussir, Coca doit surmonter plusieurs défis. Les barrières culturelles, les différences de goût et surtout, c'est pas neutre, la logistique. Son idée est simple mais très ambitieuse, établir des usines d'embouteillage dans les pays cibles pour produire et distribuer Coca-Cola localement. La première grande percée internationale se fait en Amérique latine, un marché stratégique, en raison évidemment de sa proximité géographique et de son fort potentiel de consommation. Et oui, on veut imiter les Américains. Des usines d'embouteillage sont ouvertes au Mexique, à Cuba et au Panama, permettant à Coca-Cola de s'ancrer durablement dans la région, mais ce n'est qu'un début. L'un des moments clés de l'expansion mondiale de Coca survient pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les États-Unis entrent en guerre en 1941. Robert Woodruff prend une décision historique. Il ordonne que chaque soldat américain, où qu'il soit déployé, puisse boire une bouteille de Coca-Cola pour seulement 5 cents, peu importe le coût pour l'entreprise, le fameux quoi qu'il en coûte, mais américain cette fois. Cette décision n'est pas simplement un acte de patriotisme, n'allez pas croire ça. Encore une fois, ce sont des marchands. Elle est également et surtout une stratégie marketing brillante. Coca-Cola s'installe alors dans des zones de guerre en suivant les troupes américaines. L'entreprise construit plus de 60 usines d'embouteillage sur les fronts européens, asiatiques et africains pour fournir les soldats. Mais une fois la guerre terminée, ces infrastructures restent en place, offrant à Coca-Cola un avantage considérable pour conquérir tous les marchés. Pendant la guerre, Coca-Cola devient d'ailleurs bien plus qu'une simple boisson. Elle incarne l'Amérique elle-même. Pour les soldats, boire une bouteille de Coca-Cola, c'est goûter à un morceau de leur pays, une bouffée de normalité dans le chaos de la guerre. Cette image patriotique diffusée à travers des campagnes publicitaires et des récits de guerre contribue à renforcer l'aura de la marque. Quand je tiens une bouteille de Coca-Cola dans les mains, j'ai l'impression d'être chez moi, même au milieu du front. C'est notre petit luxe américain. Cette connexion émotionnelle entre Coca-Cola et l'Amérique devient du coup un atout majeur pour l'entreprise. Après la guerre, Coca-Cola est perçu non seulement comme une boisson, mais comme un symbole de liberté, d'optimisme et du rêve américain. Après la guerre, Coca s'appuie sur les infrastructures laissées par les usines d'embouteillage pour conquérir à ce moment-là l'Europe et l'Asie. Mais l'entreprise doit faire face à de nouveaux défis. En Europe, Coca est confronté à des marchés encore fragiles, marqués en plus par la reconstruction économique. En Asie, elle doit adapter sa communication à des cultures très différentes, bien sûr, de celles des États-Unis. Woodruff et son équipe comprennent que pour s'imposer,
Coca-Cola doit se fondre dans les cultures locales tout en restant fidèle à son identité. Il lance des campagnes publicitaires adaptées à chaque pays, jouant sur les symboles universels comme le partage, la fraîcheur, la joie. Et cette stratégie s'avère payante. En moins de 2 décennies, Coca-Cola est disponible dans plus de 120 pays. Mais conquérir le monde, ce ne serait pas possible sans une logistique impeccable. Woodruff met en place un réseau de production et de distribution tellement efficace qu'il devient une référence carrément dans l'industrie. Chaque usine d'embouteillage est connectée à un réseau mondial garantissant un approvisionnement constant en sirop et en bouteilles, même dans les zones les plus isolées. Cette maîtrise logistique permet à Coca-Cola de surmonter les crises économiques et politiques et de maintenir sa présence, même dans les périodes les plus difficiles. Donc on l'a vu, sous la direction de Woodruff, Coca est passé d'une marque nationale à une icône mondiale, en misant sur la standardisation, la proximité avec les consommateurs et une logistique sans faille. Il a bâti un empire qui va redéfinir tout simplement les règles du commerce mondial. Aujourd'hui, le nom Coca-Cola est connu de tous, mais son ascension, initiée donc par Woodruff, reste une leçon de stratégie et d'audace, et parfois de relations très ambiguës, ce qu'on va voir dans un instant. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.